Dans la BD, c'est compliqué de se baser uniquement sur un premier tome, car beaucoup de facteurs futurs peuvent nous décevoir. Le temps entre les sorties, le nombre de tomes, des choix scénaristiques qu'on n'aime pas, bref, c'est un enjeu majeur de la BD commun à toute nouvelle série. Mais pour Un putain de salopard, j'en étais sûr à 100% que ce serait extraordinaire. La Bédonie. Tout a commencé à bord d'une pirogue, lorsque deux amis ont décidé d'aller en voyage au Brésil. Une idée de scénario germe, c'était il y a 15 ans. Ces deux hommes sont les auteurs de la BD du jour, de leur idée d'origine n'est resté que le Brésil. On va pas se mentir, j'ai un petit faible pour les récits d'aventure. L'exploration me fascine, les chasses au trésor, l'immersion dans des civilisations anciennes, découvrir des technologies disparues. Il y a un souffle particulier, une fraîcheur et souvent un peu de nostalgie dans toutes ces histoires. Oui, ça ne me plaît pas de le dire, mais ce n'est pas le genre le plus représenté aujourd'hui, que ce soit en BD ou même dans d'autres arts comme le cinéma. Mais Un putain de salopard choisit de ne pas faire comme les autres. Il se place dans les années 1970. Tiens, moi qui parlais justement d'histoire d'aventure à l'ancienne. Mais tout commence par un décès. Max, un jeune homme de 20 ans, vient de perdre sa mère. C'est pas la joie, et il n'hérite que d'une énigme. Dans une boîte à chaussures, il y a 2 photos de sa mère, en compagnie de 2 hommes différents. Lequel des deux serait son père ? Sa mère a toujours mis ce sujet sous silence. Il a donc grandi sans père, et n'a aucune certitude qu'il est encore en vie. Mais l'occasion de partir est trop belle, en route pour le Brésil. En quelques pages, je suis déjà accro. Max rencontre 3 filles, dites les 3 C, Corinne, Charlotte et Christelle, ou Cricri. Une amitié quasi immédiate va naître. Loisel est un scénariste reconnu. Il a une grande carrière derrière lui. Et je suis ravi de le voir avec autant d'enthousiasme dans cette histoire. Il y a quelque chose qui me touche. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une authenticité réelle dans le naturel qu'ont les personnages, dans leur rapport, leur caractère, leur façon de te parler, les moments de vie, l'humour, les réactions qu'ils ont. Il y a quelque chose qui marche. Mais attention, parce que si on commence avec un fantasme du road trip parfait, entre nouveaux amis, dépaysement en pleine nature, retour à une certaine simplicité, ce n'est pas tout rose. On peut parler de perte de l'innocence, peut-être, car oui, à Kalimantan, on est dans une ville qui a été colonisée, composée exclusivement d'hommes, mineurs, bandits ou trafiquants. Leurs conditions de vie les ont rendus durs, méchants, dangereux. Ils exploitent les ressources locales, terrorisent les villages aux alentours, et quand ce n'est pas une boucherie, les femmes en sont réduites à l'état d'objet. Plus on est loin d'eux, mieux ça vaudra. Charlotte et Christelle ne sont pas en vacances. Elles ont une mission humanitaire, car elles sont infirmières et elles vont remplacer le médecin local qui part quelque temps. Entre les manques de moyens, de médicaments, les maladies et les dangers permanents, elles ne sont pas prêtes à ce qui les attend. Il nous est posé la question sur les différences culturelles, civilisationnelles entre nos modes de vie, points de vue et ressentis. Mais c'était sacrément naïf de penser que nos protagonistes passeraient entre les gouttes. Max, ayant à peine commencé sa quête vers la jungle, va être celui qui était là au mauvais moment. Et il n'aurait pas dû voir ce qu'il a vu. Sa vie ne tient déjà plus qu'à un fil. Ce monde est très petit. Tout le monde se connaît de près ou de loin, mais aussi où tu habites, quelle est ta voiture et avec qui tu passes tes journées. Bref, la méfiance règne et il faut à tout prix éviter les vagues. Les nouveaux, vus comme des potentiels gêneurs, ne sont pas les bienvenus. Mais il est trop tard pour s'en rendre compte. Ils n'ont rien demandé, mais un précédent est arrivé et l'engrenage infernal est déjà en route. On va en quelque sorte changer de genre. La quête aventurière de Max sera toujours son objectif principal, mais la tournure des événements nous amène à des codes plus thriller, chasse à l'homme. Certes, il est poursuivi, tant pis. Il doit avancer plus vite et il fallait avancer de toute façon. D'ailleurs, son père serait sûrement comme ses poursuivants. De ce qu'on lui a dit, il ne serait pas une très bonne personne, voire pire. Et entre les deux candidats potentiels, de toute façon, l'un a disparu depuis longtemps et l'autre est mort suite à un accident où ils étaient tous les deux dans le même avion.
Malgré ce portrait qui peut nous paraître glauque, il n'en est rien. L'émotion principale, c'est qu'on est captivé, intrigué. Oui, on s'inquiète pour eux, et à raison. Ces aventures où on suit chaque personnage sont un plaisir. On avance avec enthousiasme, ensemble, en voulant en découvrir toujours plus. On est tenu par un espoir. Vont-ils s'en sortir et comment? En préambule, je parlais de fraîcheur dans les récits d'aventure, et là, elle sera présente tout au long de l'histoire. Il y a des personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure, bons comme mauvais, souvent entre les deux. On va s'attacher à certains, et les points de vue de chacun nous permettront d'y voir plus clair, de ne pas prendre parti aveuglément et de mieux comprendre certains enjeux. Il y a une gestion très agréable dans la temporalité. On alterne entre des scènes d'action très prenantes, mais on accepte de contrebalancer avec des moments de vie plus calmes, dus à des coups de mou, ou alors la pénibilité et le fait que ce soit fastidieux d'avancer dans la jungle, que ce soit dur. Ça rend les choses plus réalistes et palpables. Les insectes, les maladies, le climat, la fatigue, le découragement, tout ça, ça fait partie de l'équipage. Le danger vient de partout, et heureusement pour Max, il n'est pas tout seul. Mais même à deux, survivre ce sera dur. Et on parle même pas encore de trouver l'avion, l'unique piste qu'il a. Rappelons-le, nous sommes en 1970, il n'y a ni portable, ni GPS. Si vous êtes perdu, tant pis pour vous. Depuis le début de l'épisode, ça me démange de ne toujours pas avoir parlé du dessin. Ça a dû vous frapper, c'est tout simplement magnifique. On peut ouvrir n'importe quelle page et c'est waouh. J'adore le style d'Olivier Ponte. C'était le cas déjà dans son œuvre dont j'ai déjà parlé, Où le regard ne porte pas, dont je suis un grand fan. Il y a un trait doux, anguleux, c'est simple d'apparence, mais en fait il y a beaucoup de soin dans chaque détail. Je vois une minutie, une sensibilité, on est dans quelque chose de précis. L'immensité de la forêt amazonienne est incroyable. Que ce soit la taille des arbres, les marques du temps, la pourriture, mais c'est le vrai aussi pour tous les autres endroits. Dans le village, on voit l'usure des matériaux, la rouille, l'état un peu délabreux de tout ce qui fonctionne, mais à peu près. On voit dans l'état des routes que ça n'a pas été fait depuis longtemps. Voilà, on a vraiment un endroit vivant et dans lequel on est livré à nous-mêmes. Et ce travail, il est aussi sublimé par une colorisation qui est merveilleuse. On joue sur des couleurs intenses, contrastées, et pour moi la saturation est exactement ce qu'elle doit être. L'alchimie entre histoire, dessin et couleur est parfaite. Bravo messieurs. Oui monsieur Loisel, je l'avoue, je ne fais pas partie des fans de la quête de l'oiseau du temps, c'est vrai. Mais quelle joie de vous voir nous faire une leçon d'écriture. On prend le meilleur du passé et du présent pour cette œuvre. Quand je l'ai lu pour la première fois, il n'y avait que le tome 1 qui était sorti. J'ai donc attendu 4 ans. Est-ce qu'en 4 ans, toutes mes attentes ont été comblées? Je vais dire oui à 99,999%. Je ne lui trouve aucun défaut. Il y a seulement quelque chose qui m'a questionné sur le choix de la fin. On comprend qu'il y a 4 issues possibles. Il en explore une et demie, 2 pour finalement trancher. D'un côté, je suis d'accord pour qu'un artiste fasse une proposition et prenne la décision de ce qui va en être. Mais d'un autre côté, je me suis dit, s'il y avait eu 3 pages de moins, si tu n'avais pas fait ce choix de conclusion finale un poil plus fermé, on aurait eu encore plus de subtilité. Même la question du titre, qui est un putain de salopard, c'est quelque chose qui pouvait être débattu et re-questionné. C'est dû à mes goûts personnels, mais j'adore avoir une œuvre qui te regarde dans les yeux, te montre une situation et te demande ouvertement « Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait ?» Comme elle le fait plusieurs fois tout au long des 4 tomes, ça aurait eu un sens de l'avoir jusqu'au bout. Mais c'est aussi bien d'avoir une vraie décision, et quelque part il ne botte pas en touche, et il a dû sûrement se poser la même question que moi. Ce n'est donc pas un défaut, juste un point de vue personnel, car c'est une fin pertinente, intelligente et très satisfaisante. Si je dois résumer ce que je pense de cette BD en 3 mots après l'avoir terminée, waouh, cette BD est géniale. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour y aller ? Love you.